sur un maintien de l'ordre, nos collègues n'agissent pas d'initiative. Ce qu'on peut voir, c'est que nos collègues, des fois, on leur dit mais refusez des ordres illégaux. Le problème, c'est qu'on nous dit, par exemple, je vais prendre le cas emblématique de nos collègues motards des Champs-Élysées, qui ont tiré 3 grenades lacrymogènes sur des manifestants pacifiques à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que la salle de commandement leur a dit vous allez là, il y a des gens qui font un trouble à l'ordre public, il faut les disperser, vous tirez les grenades et vous repartez. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur le moment, ils ont tiré leurs grenades, ils devaient repartir. Leur analyse de la situation pour savoir si l'ordre est légal, si les gens sont menaçants ou pas, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est faire confiance à leur hiérarchie. Même chose sur la place de l'Étoile, elle a été nassée régulièrement sur les premiers mouvements des Gilets jaunes. Nos collègues sur le terrain, quand on allait les voir, disaient mais non, il y a forcément une porte de sortie, on n'a pas pu barrer toutes les rues, ce serait contre-productif. Et malheureusement, les manifestants, quand ils essayaient de sortir, ils ne pouvaient pas. Toutes les rues étaient barrées. Les seuls qui savaient que toutes les rues étaient barrées, c'est la salle de commandement, c'est-à-dire donc les ordres qui viennent du préfet de police, qui est nommé directement par le ministre de l'Intérieur. Et la haute direction de la police nationale, je rappelle que par exemple à Paris, M. Gibelin, directeur de la DOPC, donc de l'ordre public parisien, a fait des faux témoignages au serment à l'Assemblée nationale dans l'affaire Benalla, et en novembre a été récompensé en étant nommé officier de l'ordre national du mérite par le préfet de police, qui l'a comparé au poilu de la Première Guerre mondiale. Donc voilà où on en est rendu au niveau de notre hiérarchie, à quel niveau elle est pieds et poings liés par le politique et qu'ils sont prêts à donner tous les ordres pour faire plaisir. Donc après, il y a quelques cas individuels de nos collègues effectivement qui peuvent déraper, mais quand on a tout l'ensemble de la situation, dans 99% des cas, cela vient des ordres de la hiérarchie et nos collègues sur le terrain ne peuvent pas analyser la situation. Donc c'est pas qu'ils exécutent les ordres très bêtement et méchamment, c'est qu'ils ne peuvent pas savoir que ce qu'ils vont faire est illégal avant de voir des vidéos qui vont partir par la suite. Donc ce qu'on incite les gens à faire, c'est si jamais vous devez déposer des recours ou des plaintes, surtout déposer plainte contre X pour que notre hiérarchie puisse être incriminée. Sinon on changera des pions qui seront sacrifiés, qui font partie du peuple, et notre hiérarchie en mettra un nouveau pion à la place. Donc ça ne sert à rien, il faut aller aux racines du mal, et les racines du mal sont notre haute hiérarchie. Il y a la deuxième chose, des collègues qui sont également envoyés faire du maintien de l'ordre sans formation, comme il n'y a plus personne à chaque fois qui mobilise 80 000 personnes sur les manifestations Gilets jaunes, ils sont obligés de prendre des collègues de la BAC, des collègues de commissariat, et on arrive à des choses parce que les collègues ne sont pas formés à ça. Après on les invite bien sûr à utiliser leur droit de retrait parce qu'ils n'ont pas été formés, mais c'est très compliqué de résister à la pression hiérarchique qu'on peut subir. Alors nos collègues, une grande partie des policiers sont gilets jaunes sur les revendications, notamment sur le pouvoir d'achat. Après, sur les revendications politiques, ce n'est pas le rôle d'un policier de prendre ça, à part dans sa vie personnelle. Mais après, ça met mal à l'aise nos collègues quand les gilets jaunes pacifiques vont les voir. Ils sont bien embêtés parce qu'ils disent on comprend, nous aussi on voudrait boucler nos fins de mois. Le prix de l'essence qui a augmenté nous touche particulièrement vu qu'on ne peut pas habiter sur notre lieu de travail, soit parce que les loyers sont trop chers, soit parce que c'est dans des endroits où notre voisin de palier sera le délinquant qu'on a arrêté dans la journée. Donc nous sommes obligés de nous éloigner. Comme nos horaires sont atypiques, nous sommes obligés de prendre la voiture. Les transports en commun ne fonctionnent pas aux horaires où on va travailler. Donc l'augmentation du prix du carburant a été la petite goutte d'eau également qui nous a impacté énormément. Et après, le pire de tout, c'est que le gouvernement essaye de nous opposer à vous. Je vais donner l'exemple, c'est qu'au mois de décembre, M. Castaner a réuni les syndicats dits majoritaires, donc les 3 qui ont le plus fraudé aux élections professionnelles pour garder leur poste, avec la complicité du ministère. Et ils ont annoncé en fanfaronnant qu'ils avaient gagné une augmentation de 150 €. Donc quand on fait l'analyse, en fait, c'est 40 € normalement fin janvier. On verra si la promesse est tenue. Et le reste de l'augmentation est soumis à condition qu'on négocie sur garder des horaires de travail pourris et qu'on arrête de demander pour nos heures supplémentaires. Donc autant dire qu'on se fait arnaquer. Et par le tour de passe-passe, c'est que les 300 € de prime pour nos collègues qui avaient été sur le terrain, donc on dénonçait que cette prime était un petit peu scandaleuse, il suffisait de payer les heures sup, on aurait gagné plus d'argent. Mais enfin bon, on aurait été content pour nos collègues qui l'aient. Ils l'ont juste aussi supprimé. Mais dans la tête des gens, on a été acheté pour 300 € également. Donc c'est très compliqué d'avoir un ministère qui essaye à chaque fois, avec la complicité de nos syndicats majoritaires, de nous opposer aux Gilets jaunes. Après, dans l'ensemble des gens, les associations de policiers en colère soutiennent les Gilets jaunes. Il y a également, par exemple sur Paris, le collectif autonome de la police qui a fait un concours de Gilets jaunes policiers, c'est-à-dire que nos collègues se mettaient des Gilets jaunes, on voyait les photos, évidemment de dos pour ne pas être sanctionnés. Sur les ronds-points, les manifestations en province, nous avons beaucoup de photos de collègues qui ont pris des pizzas, qui ont discuté tranquillement, où ça s'est très bien passé. Et il y a vraiment que sur Paris ou dans les grandes villes où les casseurs sont instrumentalisés par le pouvoir et puis les médias, comme c'est sensationnel. Donc les médias effectivement vont mettre en avant ce qui va faire le buzz. Donc chacun son métier. Mais après malheureusement ces images sont catastrophiques à la fois pour les Gilets jaunes et les policiers. Et d'ailleurs ce qu'on a pu voir, c'est que quand nos collègues attendaient énormément l'allocution de
M. Édouard Philippe sur ces mesures quand il a pris sa prise de parole il y a 2 semaines. On espérait des mesures sociales qui permettraient d'apaiser le mouvement pour que tout le monde rentre chez soi. Il n'a fait que des mesures sécuritaires et répressives. Et nos collègues, je vais dire la réflexion d'un de nos collègues CRS, il avait dit « c'est sûr, j'ai que ça à faire le week-end, j'ai pas de vie de famille, j'ai pas d'amis à aller voir pour me reposer ». Donc on a des collègues qui ont fait des vacations des fois de plus de 20 heures sans manger, ou alors avec une petite compote pomme-pote et une bouteille d'eau de 50 centilitres. Et après avec des fois à travailler non-stop pendant 20 jours, parce qu'on a les autres missions à assurer pendant ce temps-là. Les services judiciaires complètement engorgés pour faire du chiffre et annoncer des interpellations et des gardes à vue avec 1080 personnes sur Paris par exemple. Donc on est sur de la communication politique répressive. Nos collègues n'en peuvent plus les détourner de leur mission. Alors, il y a nos collègues qui se mettent en arrêt maladie assez régulièrement en ce moment. La question, c'est pas savoir pourquoi ils se mettent en arrêt maladie maintenant, la question c'est de savoir comment ils ont pu tenir aussi longtemps, vu les conditions indignes et inhumaines dans lesquelles on nous fait travailler. Voilà, quand je dis qu'on a 20 jours sans jours de repos, des vacations de plus de 20 heures, et des fois on n'est pas nourri sur ces vacations, au bout d'un moment on se demande comment les gens ont tenu jusque-là. Par contre, l'administration, elle, trouve ça intolérable parce qu'ils pensent que nous sommes juste des matricules interchangeables et que nous sommes des robots et que nous avons juste à dire oui avec le doigt sur la couture. Donc ils utilisent la médecine statutaire dans la police nationale. Il y a 2 types de médecine, la médecine de prévention qui est un peu une médecine du travail, j'allais dire, une médecine statutaire qui est le bras armé de l'administration. Donc eux, ils font des contrôles régulièrement pour pourrir la vie des fonctionnaires. Ils sont toujours très tatillons sur les arrêts de maladie. Des fois, ils accusent le fonctionnaire de présenter des arrêts de maladie de complaisance, alors qu'un fonctionnaire ne peut pas écrire un arrêt de maladie de complaisance. S'ils ont un problème, il faut qu'ils se retournent contre le médecin traitant ou le spécialiste qui a fait l'arrêt maladie. Mais ils ne le font jamais par facilité. Ils sanctionnent nos collègues de cette façon-là au disciplinaire. Voilà, et nous sommes nombreux dans ce cas-là où le ministère de l'Intérieur fait bien ce qu'il veut avec sa médecine, fait bien ce qu'il veut avec les décisions de justice. C'est des gens qui sont au-dessus des lois et on fait ce qu'on veut. Voilà, on a eu l'exemple ce matin, M. Guéant qui a été condamné enfin à 1 an de prison pour détournement de fonds quand il était directeur général de la police nationale. Ça a pris 15 ans. Pour virer un fonctionnaire récalcitrant, il leur faut 5 minutes. Donc on voit bien le 2 poids 2 mesures. Donc M. Castaner a dit précisément qu'il ne connaissait pas de policiers qui avaient commis des fautes. Encore faudrait-il qu'il connaisse des policiers de terrain, je veux dire. Donc sur la sémantique, il n'a sans doute pas menti. Après, encore, c'est parce qu'il ne connaît personne. La deuxième chose, sur les suicides, il n'en parle pas, ça le mettrait en porte-à-faux. 17 suicides depuis qu'il a pris ses fonctions avec la politique de l'autruche, ça va passer. Bon, je veux dire, au bout d'un moment, ça se voit. Donc M. Castaner essaye d'instrumentaliser tout ça, de nous envoyer au front. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu M. Castaner sur un mouvement gilet jaune, ou alors avant, ou alors après, pour nous dire merci. Quand on a besoin de se reposer, il n'y a personne. Quand on a besoin de formation, il n'y a personne. Quand on a besoin d'être écouté en dehors des 3 syndicats qui ont fraudé aux élections, il n'y a personne, il veut recevoir personne. Quand on veut débattre avec lui sur des différents médias ou journaux, il est toujours aux abonnés absents, il refuse parce qu'il a peur de la confrontation. Voilà, et la seule personne qui arrivait à lui poser une question, c'est Rémi Buzine, qui avait posé une question de notre syndicat et M. Castaner a préféré ne pas y répondre. Voilà. Nous n'avons que des gens qui nous envoient au casse-pipe pour eux, pour leur carrière, pour leur com, et qui n'ont aucun intérêt pour le métier et aucun intérêt pour les gens que nous devons protéger dans la population. Donc il serait bien qu'on s'en rende compte, c'est pour ça que nous demandons la démission de M. Castaner, comme nous avions demandé la démission de M. Collomb, que nous avions fini par obtenir.